Je dois te dire que ça n'est pas tout à fait mon genre de me raconter, même si à l'occasion j'utilise le jeu dans plusieurs textes, dont par le mes livres sur les Lao, qui raconte le terrain, mais ça vise à raconter le terrain plutôt que moi-même. Donc je considère ça un peu comme une occasion qui me fait en quelque sorte violence, parce que, bon, j'ai toujours considéré que c'est la question de la disparition du sujet, si on veut, alors que là, je dois mettre le sujet en évidence. Donc, j'ai eu une enfance qu'on peut appeler soit privilégiée, soit contraignante. C'est-à-dire que privilégiée parce que je suis né et élevé dans un milieu bourgeois, où on avait beaucoup de ressources, et puis, par ailleurs, c'est un milieu très conservateur. Alors, l'aspect privilège venait du fait que j'étais extrêmement libre de consacrer mon temps à la lecture, à la musique, à la création littéraire, et qui a fait que, lors de mes études chez les jésuites, j'ai pris beaucoup de liberté, encore une fois, et ce qui m'a permis de devenir complètement exécrable. Parce que j'étais l'aîné de 6 enfants, et je composais de la musique jusque tard dans la nuit. Bon, on avait une grande maison avec un salon de musique, une grande bibliothèque, et puis, alors il y avait plein de livres. Alors je lisais énormément, mais je jouais du piano, je composais des sonates, je composais des quartets, des quatuors, je faisais, bon, jusqu'à l'aube parfois. Alors c'était un peu incommodant pour les autres habitants de la maison. Et puis autrement, ben, on était on vivait dans une grande maison située dans un grand parc à l'anglaise, avec un tennis, avec un jardin à la française du côté ouest. Et puis, tout se déroulait très bien avec les 3 chevaux dans l'écurie, les dépendances. C'était, on pourrait dire paradisiaque de ce côté. Mais par ailleurs, ma famille était très cléricale, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de visites de curés de toutes sortes, de toutes sortes. Enfin, c'était surtout des profs d'université, où c'était des directeurs de missions étrangères, par exemple, qui lui avait vécu 30 ans en Chine, et ça c'était intéressant parce qu'il nous racontait un monde exotique. Et alors, donc, j'étais l'aspect conservateur de notre vie familiale était en quelque sorte encadré par les relations avec le clergé. Et j'avais été, par exemple, je me rappelle d'avoir été très, très furieux parce que le curé de la paroisse avait interdit aux filles qui venaient jouer au tennis avec nous de porter des shorts. Alors il fallait qu'elles soient en jupe. Bon, et alors ça, j'ai été contraint de rédiger une affiche que j'ai affichée à la porte du court, contraint par ma mère, qui avait beaucoup d'autorité dans la famille, à écrire: les shorts ne sont pas bienvenus sur ce cours. Bon, mais alors j'ai dû le faire sur les 2 portes du cours. Bon, toujours est-il que, à part ça, d'autres éléments conservateurs, il y avait des politiciens dans la famille, des députés, même un ministre, du temps de Duplessis, et donc qui était avec l'Union nationale, donc plus conservateur que ça, on meurt. Hein. Et puis il y avait des médecins, puis donc c'était une vie bourgeoise où tout se déroulait apparemment d'une façon très confortable et avec, encore une fois, beaucoup de liberté à l'intérieur d'un cadre conservateur. Donc j'ai fait mes études chez les jésuites, et après avoir écrit des romans, j'ai écrit 2 pièces de théâtre en alexandrin, en 5 actes. Alors, et tout ça s'est disparu. C'est-à-dire, il y a une de mes copines, de mes anciennes copines, qui en avait des copies carbone, mais j'ai perdu contact avec elle, donc je ne sais plus où c'est rendu tout ça. Donc elle avait des copies de mes écrits. Mais autrement, moi, j'ai tout brûlé.
j'ai tout jeté. Alors après, mon cours classique, j'hésitais entre le cinéma, parce que ça m'intéressait d'aller à l'IRCANTEC à Paris pour apprendre, ça aurait été à l'époque de la Nouvelle Vague, continuer mes études de piano et d'orgue, et j'aurais voulu faire de l'orgue surtout à Paris, avec Jean Langlais à l'époque, et puis d'autres, Alain, puis bon. Ou encore, relever un défi, ce qui m'a semblé le défi le plus important, devenir jésuite. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on sortait de l'université, on allait dans des endroits non traditionnels, comme par exemple le cinéma, ou devenir musicien à plein temps. Mais alors, après toutes sortes de réflexions, je me suis dit, le défi le plus difficile à relever, c'est celui que proposent les jésuites, parce que c'est la formation la plus longue, la plus difficile et la plus austère. Donc, pourquoi pas essayer? Alors, j'ai essayé. Alors, j'ai fait le parcours, ce qui m'a permis, après 2 ans de noviciat sévère, de faire une maîtrise en lettres à l'Université de Montréal, ensuite une licence en philosophie. Et là, ce qui était intéressant, c'est que la plupart des choses se passaient en latin. Or, ça m'a fait apprécier le latin. Bon, on refaisait les humanités gréco-latines qu'on avait déjà faites au collège, mais en les approfondissant beaucoup. Et le latin était une langue absolument merveilleuse, beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de ressources que toutes les langues romanes, qui en sont devenues des affadissements, en quelque sorte. Alors ça, je garde du latin un souvenir vraiment émerveillé. Alors, ensuite, j'ai fait 3 ans d'enseignement, comme on le faisait dans le curriculum des jésuites. J'ai enseigné la rhétorique au collège où j'avais fait moi-même mon cours classique. J'ai mis sur pied des pièces de théâtre, j'ai dirigé le théâtre et le reste. Et puis après, j'ai fait une autre licence en théologie, en même temps que je suivais des cours en anthropologie à McGill. Et pendant l'été, j'allais suivre des cours ou participer à des séminaires à Indiana University et à Harvard. Et j'étais en contact permanent avec Mircea Eliade à l'Université de Chicago. Et alors on se voyait beaucoup, on échangeait des lettres. Et tout ça, justement, alors les jésuites me permettaient toutes ces activités, me donnaient l'occasion, les ressources pour suivre les cours d'anthropologie et aller passer l'été dans des universités américaines. Et alors c'est ce qui m'a amené ensuite à révéler l'imposture, pour ainsi dire, de la théologie, enfin de toutes les croyances chrétiennes. Et alors, j'ai eu, à un moment donné, comme une illumination, et j'ai vu mon cerveau qui aurait été comme recouvert d'une grille, j'ai vu cette grille s'élever et disparaître. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je défroque, c'est fini. Et alors, je suis libéré, j'ai fait l'expérience jusqu'au bout, et je me suis rendu compte que c'était de la supercherie. Alors, et puis ça a déclenché ensuite une réaction en chaîne chez les jésuites. La plupart, enfin un grand nombre, ont défroqué également, sont devenus profs d'université. Bon, Balthazar ici, puis d'autres à Montréal, et le reste. Et c'était le début de la Révolution tranquille. Alors, j'ai plié bagage, parce que toutes les études se faisaient en philosophie et le reste à Montréal. Alors après ça, je suis retourné aux États-Unis, à l'Université d'Indiana pour commencer, mais ensuite à Harvard. Et c'est là qu'il y a eu un congrès international sur le mythe. Alors il y avait Clyde Cochrane, qui était le directeur du département d'anthropologie. Il y avait un grand nombre d'anthropologues et de littérateurs célèbres aussi. Et Mircea Eliade, entre autres. Alors, j'étais assis à côté de Cochrane quand Eliade faisait son texte, donnait sa communication. Alors, je me disais à Cochrane, je me dis, ouais, je suis en contact avec lui, puis j'aime bien l'histoire des religions, je trouve que c'est intéressant. Il me dit, c'est pas là que vous trouverez ce que vous cherchez. Ah non, vous trouverez qu'en anthropologie.
Parce que ce que vous apprenez en histoire des religions, ça repose sur des généralisations, ça repose sur des données de deuxième main. Ce qu'il vous faut, c'est des données de première main. Et il faut que vous salissiez les mains, c'est-à-dire que vous alliez sur le terrain. Bon, alors il dit très bien. Alors je retourne à Montréal, parce que j'étais encore curé à l'époque. Et là, bien, je découvre Lévi-Strauss. C'est-à-dire que, vous voyez, mon premier contact, mon premier intérêt, c'était l'anthropologie structurale, qui avait paru en 58. Alors là, on était en 59 ou par là. 58, 59, je l'ai découvert très rapidement, puis la pensée sauvage ensuite. Mais alors ça m'a beaucoup intéressé, et surtout l'article fondateur, l'analyse structurale de l'anthropologie en linguistique. Alors sur l'élément ou l'atome de parenté. Alors je retourne à Harvard pendant l'été. J'étais dans un séminaire dirigé par Douglas Oliver, un grand spécialiste de l'Océanie, et à qui, et pendant ce séminaire, j'écris le texte qui est apparu dans Anthropos. Alors ça l'a vraiment épaté, et il a montré ça au directeur du département, William Howells, un type très sympathique et tout, et qui m'a dit qu'il était très très impressionné. Venez, on vous donne une bourse de doctorat et on vous donne des crédits pour former et diriger une équipe de recherche, parce que j'avais mentionné aussi mes intérêts en informatique, pour diriger une équipe de recherche au Laboratory of Social Relations. Alors vous aurez 2 informaticiens qui vont travailler pour vous, avec vous, et puis après, alors j'ai fait mon doctorat, et c'était mon livre French Kinship Structure and History, où j'avais fait du terrain dans la Haute-Vienne principalement, et où j'avais exploré la façon dont était vécue la terminologie de parenté, à la fois dans des villes comme Martigues ou Paris, mais aussi en province. Alors donc j'avais terminé mon doctorat, et le département d'anthropologie a mis sur pied le Harvard British Islands Solomon Project on Culture and Health. Alors ça, c'était un très gros projet qui s'est prolongé pendant plusieurs années et qui faisait qu'on allait au Salomon et pour étudier les rapports entre la santé et la culture. Alors, il y avait le projet en préparation, avait permis à 2 anthropologues de faire du terrain exploratoire. Et ils ont repéré 22 sociétés sur lesquelles il n'y avait pas eu d'ethnographie vraiment de fait. Alors, et puis j'ai lu le premier choix. Alors j'ai lu c'était des rapports d'une 20aine de pages, alors j'ai lu tous ces rapports, et j'ai choisi les Lao, dans la lagune du même nom, à Malaïta, aux îles Salomon. Et alors, le projet impliquait qu'on passe d'abord 2 ans, que des équipes ou des ethnographes passent 2 ans dans une population qui n'avait pas été ethnographiée et qui, pour apprendre la langue, la culture et tout le reste, et préparer la venue sur le terrain de l'équipe biomédicale, qui comportait 13 spécialistes et qui arrivait avec une génératrice, centrifugeuse, radiologie et tout le reste. Alors, il s'agissait de voir de préparer le terrain pour l'arrivée de l'équipe, de leur faire construire des quartiers sur une île artificielle. Bon, les Lao vivant dans une lagune sur des îles artificielles qu'ils construisent eux-mêmes. Et alors, il y en a une qui était libre. Et alors, il a fallu faire construire un laboratoire, c'est-à-dire une grande case qui a servi de laboratoire, des cases pour loger l'équipe des médecins et anthropologues physiques, dont Howells. Et alors, ça s'est passé au cours. Après ces 2 années, Lévi-Strauss m'avait invité à devenir directeur d'études
à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Mais j'avais eu 11 demandes 11 offres d'emploi de différentes universités à l'époque, qui m'avaient écrit sur le terrain ou que j'ai trouvé en revenant des Salomon. Alors, il y avait Brown, il y avait Stanford, il y avait Berkeley qui était intéressé, il y avait UCLA et le reste, UBC à Vancouver. Mais alors, vu que j'étais intéressé par les relations que j'avais déjà établies avec Lévi-Strauss, parce que j'avais été en contact avec lui, d'abord par correspondance, après avoir utilisé la formule canonique du mythe, et ça c'était à la fin des années 60, et que j'avais rédigé. Bon, c'était un séminaire sur la sémiotique organisé par C. Bioch à Indiana University, un séminaire international. Alors là, j'ai fait la connaissance de celle qui est devenue ma première femme, Elie Köngas, qui était linguiste, folkloriste. Et alors nous avons produit une monographie sur la formule canonique, et les applications de la formule canonique et les différentes modifications que différents corpus de données suggéraient qu'on apporte à la formule canonique. Et ça, mais ça a beaucoup plu à Lévi-Strauss, qui m'a répondu en disant « Enfin, je ne travaille plus seul ». Alors après ça, en 62, puis dans les années suivantes, jusqu'en 66, lors de mon départ pour le terrain, j'étais à Paris à plusieurs reprises, puis il me recevait toujours avec beaucoup de grâce. Je me souviens, avant ça, j'étais de passage à Cambridge et à Oxford. Et alors, Evans Pritchard et Needham m'avaient dit « Ah, mais vous allez faire la queue sur les marches du grand homme à la Sorbonne, à l'école des hautes études en sciences sociales, dans l'espoir d'avoir un rendez-vous. » Mais je dis « Mais non, pas du tout, il m'invite à dîner. » Alors, j'apportais... déjà, on était dans une relation très amicale. J'ai passé chez lui des vacances à Lignerolles, dans ce qu'on appelait, ce que les Lignerollois appellent le château, mais qui est un pavillon de chasse, faire des grandes promenades dans la forêt, puis dans les pâturages. Et enfin, toute une relation qui s'est développée au fil des années. Alors, ça a continué après ça. Là, on était à Paris. On vivait... De Coppet nous avait loué son appartement, Daniel de Coppet, parce qu'il était lui-même retourné à Malaïta. Alors c'était bien, on était bien amis avec Daniel, et il y avait un immense appartement, boulevard des Ternes, hérité de son grand-père Roger Martin du Gard, alors sur 2 étages, avec des salons en enfilade, sur chaque étage, des chambres à n'en plus finir, et le reste, c'est le reste. Alors on était là, on avait une bonne, et puis... Nicolas était né entre-temps, ce deuxième enfant. Éric était le premier, l'aîné. Alors qu'on a amené au Salomon en 66, qui s'est très vite acclimaté et qui est devenu le plus mauvais garçon de tous les enfants dans la lagune. Alors, mais tout lui était permis. D'abord, pendant les 6 premiers mois, il n'a pas pu fouler le sol, toucher terre. Il fallait qu'il soit porté continuellement. Ça, c'est un des aspects polynésiens de la culture des Malaïtas septentrionales. Alors les chefs et tout, il y a une hiérarchie, une aristocratie traditionnelle et les gens du peuple. On traduit ça littéralement Wanimito, ça veut dire les gens du peuple. Alors, donc il était considéré comme un aristocrate, un fils d'aristocrate et tout, puis non, il n'était pas question qu'un blanc se salisse la plante des pieds en marchant sur la terre. Donc il a été porté comme ça, et ça lui a donné l'impression d'être le prince, le roi même de la société, et ça l'a gâté. Alors par exemple, il s'est permis toutes sortes de choses qui étaient absolument scandaleuses, mais qui lui étaient acceptées. Bon, par exemple, je me souviens,
Euh, il insultait le plus éminent des grands prêtres qui habitaient sur l'île artificielle où nous vivions, en l'appelant gros pénis. Alors que pour les Lao, le pénis, non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le vagin. Mais alors, c'était une insulte qui était... Normalement, j'aurais dû payer une amende très chère de plusieurs écheveaux de monnaie de coquillage pour compenser l'insulte que mon fils aîné, seul à l'époque, avait faite au grand prêtre. Ensuite, à plusieurs autres aventures, lorsqu'il amenait avec des copains qui l'entraînaient dans le quartier des hommes et qui l'en ramenait dans le quartier mixte, il ne fallait absolument pas faire ça, des fœtus de truie qu'on avait sacrifiés aux grands esprits dans le quartier des hommes. Bon, il faut dire qu'un quartier des hommes où les femmes n'ont pas droit d'accès, un quartier des femmes où les hommes n'ont pas d'accès, et le quartier mixte qui contient les demeures familiales. Si un homme entre dans le quartier des femmes, il va mourir électrocuté. Si une femme entre dans le quartier des hommes, tous les hommes vont mourir électrocutés. Et c'est arrivé une fois, une vieille dame aveugle, toute courbée, avec un sac à âne, qui par erreur est entré dans le quartier des hommes. Un homme s'en est aperçu, tous les hommes à la mer immédiatement. Ils sont tous jetés à l'eau pour ne pas mourir. Et alors ensuite, il a fallu un grand nombre de sacrifices de cochons et de propitiations aux grands esprits pour pouvoir réintégrer l'espace des hommes, le quartier des hommes. Alors, Eric, ce qu'il a fait, mon fils, il a pris des fœtus, donc que... Alors, on avait sacrifié une grosse truie, et on jetait les fœtus, bon, on s'en serait débarrassé, on les aurait jetés à la mer, mais eux, ils les ont pris sous l'égide d'Éric, et ils les ont attachés à des petits bâtons pour les porter comme les hommes faisaient avec les gros cochons, et puis ils sont arrivés avec ça, ils sont rentrés dans le quartier mixte. Quelle horreur! Alors là, évidemment, tout le monde s'est mis à jeter des hauts cris, et il a fallu que... Mais là encore, on lui a tout permis, et ça, évidemment, il a eu un effet sur le reste de sa vie. Alors, on lui a tout permis, et bien, où en étais-je? Tout ça pour dire qu'ah oui, on a eu un deuxième enfant, tellement les conditions de vie étaient intéressantes, étaient merveilleuses dans la lagune, et comment les rapports étaient si chaleureux. Et alors, ensuite, oui, bon, alors on était à Paris. Lévi-Strauss, je disais, oui, vous pourriez prolonger, mais bon, il disait, écoute, ce serait bon qu'au moins un de nous deux soit dans son pays d'origine. Alors la Finlande, on n'en parle pas parce que c'est un trop petit pays, et puis il faudrait que tu apprennes le finlandais, puis ça ne te servirait à rien. Alors aussi bien qu'on aille au Canada. Tu as la possibilité d'aller à Vancouver. Eh bien, allons au Canada. Alors j'ai dit, OK, moi je suis entré en contact avec Belshop, et puis c'est comme ça qu'on est arrivé à Vancouver. Et là, j'ai malheureusement été élu président de CAS, de Canadian Society for Anthropology, Canadian Sociology and Anthropology Association. Alors là, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Ça m'a fait m'impliquer cependant dans la politique de recrutement des universités pour que les universités privilégient les Canadiens. Et j'ai fait de l'action politique pendant les 3 ans que j'étais d'abord président élu, ensuite président en exercice, et ensuite, la troisième président sortant. Alors, c'est comme ça que le retour au Canada s'est produit, d'où je suis reparti ensuite pour Paris, parce que Lévi-Strauss m'avait fait venir au Collège de France, où j'ai fait un cours, et puis la suite
au, à la prochaine, au prochain épisode.